il y a 8 mois, j'ai passé ma visite médicale parce que oui, je travaille. Et après m'avoir posé quelques questions sur mon rôle au sein de l'entreprise et mes différentes capacités et mes compétences, la médecin du travail m'a dit d'un ton très affirmatif: célibataire, je suppose. Et c'est à cette vision asexuée des personnes en situation de handicap que je pense qu'il faut faire quelque chose. Car si même un médecin en arrive à ces propos-là, c'est qu'on n'a pas fini. Alors, quand on est en situation de handicap, comme le mien, où je ne peux bouger que les muscles de mon visage, qu'un pouce et qu'un orteil, comment est-il possible d'être aimé, d'être désirable, de jouir d'une sexualité épanouie? Eh bien, cette question, je me la suis posée, comme beaucoup d'entre vous, dès l'adolescence. Et moi, ça a duré bien trop longtemps, et je n'ai eu ma réponse qu'à 35 ans. Alors, je suis en couple depuis bientôt 2 ans avec un homme valide. Alors, pourquoi je précise valide? Tout simplement parce que beaucoup trop de gens me posent encore la question de savoir si je suis avec quelqu'un d'handicapé, comme si cela devait être forcément le cas. Alors, imaginez juste un instant que je sois avec quelqu'un qui a autant de difficultés motrices que moi. Bon, imaginez beaucoup longtemps ce que vous allez vite vous ennuyer. Vivre une relation catholique, se regarder dans le blanc des yeux, s'il y en a qui arrivent, tant mieux, mais en tout cas, très peu pour moi. Je ne me vois pas, pour le reste de ma vie, subir justement ce manque de contact charnel. Et j'assume ces propos. Peut-être que si le handicap n'avait pas été un critère rédhibitoire pour moi, j'aurais peut-être rencontré quelqu'un plus facilement. Et encore, c'est pas sûr parce que beaucoup de personnes handicapées pensent comme moi. Alors j'ai rencontré mon âme dans le milieu associatif très loin de chez moi, lors d'une réunion de bureau. Alors il m'a tout de suite beaucoup plu, mais mon cerveau m'a tout de suite bridé dans l'éventualité d'une quelconque poursuite à cette rencontre. Peut-être que c'était par protection, parce que je m'étais déjà cassé bien trop les dents avec de nombreux hommes, et le fameux « Ah, je veux être ton ami pour la vie ». Donc en plus, quelqu'un qui habite à 500 km de chez moi, forcément, j'avais mis un peu tout de côté. Ceci dit, mon inexpérience m'a empêché de voir les nombreux signes de son côté. C'est mon auxiliaire de vie qui m'a dit: Laetitia, je crois que t'aimes plus. Il lui avait déjà posé des questions sur moi. Alors bien sûr, quand il m'a dit ça, moi je lui ai dit: mais n'importe quoi, t'es arrivé, moi j'avais rien du tout. Et en fait, il m'était complètement inconcevable dans ma tête que quelqu'un avec qui j'avais discuté à peine pouvait s'intéresser à moi. Il avait quand même réussi à obtenir mon numéro de téléphone. Donc du coup, ce n'est qu'après plusieurs semaines de discussion que je me suis rendu compte que l'intérêt était réciproque. Alors quel bonheur de discuter de sexe aussi avec quelqu'un qui ne voyait pas de frein à mon handicap. Et j'étais enfin une femme qui plaisait et qu'on avait envie de revoir. Alors, au bout de ces plusieurs semaines de discussion, il m'a dit qu'il voulait donc venir me voir à Grenoble pour me connaître mieux. Et donc, quand il est venu, on est allé au restaurant. Et j'avais l'impression de le connaître toujours, tellement la conversation était fluide. Et quand on est rentré à mon appartement, j'avais très envie de lui, et ma manière de lui suggérer a été de me préparer dans ma chambre avec mon auxiliaire de vie en petite cuisette. Et c'est à son regard et son sourire quand il est rentré dans ma chambre que j'ai compris que lui non plus n'avait pas envie de partir. Alors bien sûr, je ne vais pas tout vous raconter les détails clients de cette première nuit, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'espace de quelques heures, tout a basculé pour moi. J'étais désirée, j'étais enfin touchée
par des mains qui ne sont pas désincarnées, comme j'avais l'habitude jusqu'à présent, mon corps m'apportait enfin du plaisir et de la souffrance. Alors, pour parler de ma première fois, alors n'ayant pas parlé ma première pénétration, j'ai eu une chance pour moi extraordinaire d'en garder un souvenir agréable et pas traumatique comme toute une femme. Alors pour moi, c'est un peu une compensation d'avoir attendu tant d'années et j'étais enfin donc devenue l'élève de toutes les femmes et en plus, grâce à une personne que j'aimais. Alors même si évidemment la sexualité ne se résume pas à la pénétration, et heureusement, pour moi c'était une étape et un rite de passage important. Alors à la suite de cela, je crois que j'ai agacé tout mon entourage, tellement j'avais crié à la terre entière que j'avais trouvé quelqu'un. Je fatiguais mes auxiliaires de vie, je leur demandais sans arrêt, tu crois qu'on peut dire que j'ai un mec Et oui, forcément c'était très nouveau pour moi. Et quand je me suis rendu compte vraiment que j'étais en couple, j'ai découvert toutes les conséquences que peut avoir la découverte de la sexualité à un âge déjà avancé. Alors attention, je me sens pas vieille, mais tout de même 20 ans me séparaient de la moyenne. D'habitude, c'est à l'adolescence qu'on connaît ses premiers émois, d'autant plus que je n'ai jamais pu me masturber ni connaître mon corps pour moi-même. Est-ce que vous vous souvenez, quand ça vous est arrivé, de tout ce que cela faisait naître en vous, dans votre corps et dans votre esprit? Alors forcément, même si j'ai une certaine maturité, et heureusement sur la sexualité, j'ai forcément des comportements et des ressentis de jeune prépubère. Je n'ai qu'un an en relation affective et sexuelle. Et la petite fille que je suis, en grande quête de découverte et de sensation, et j'ai un appétit sexuel insaciable. Alors si, il y en a qui me diront c'est ma personnalité, d'autres que c'est un manque à combler, mais en tout cas me concernant, j'ai pas mal besoin de rattraper le temps perdu. Alors bien sûr, mon cœur n'a pas été abîmé par différentes histoires d'amour qui ont mal tourné, mais il a tout de même énormément souffert de n'avoir jamais rien connu et d'avoir été souvent rejeté. J'ai envie de tout essayer. Alors, heureusement pour lui, je ne peux pas le citer dessus. Sinon, je l'aurais déjà épuisé. En fait, depuis que j'ai connu le sexe, je crois que j'ai encore plus de mal à m'en passer. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de ne pas avoir envie? Jamais. Contrairement à mon compagnon. Forcément, lui, il a déjà une expérience certaine, et du coup, on a un décalage de libido, et cela entraîne forcément certaines frustrations, même si j'ai la chance d'être tombée sur un grand copain. Alors, en parlant de frustration, j'en ai bien plus que lui en matière de sexualité. Évidemment, avec mon handicap, les frustrations, j'en connais depuis toujours, et j'en connaîtrai encore beaucoup. Mais je trouve que certaines sont plus difficiles à gérer que d'autres. En tout cas, les nouvelles, et celles-ci sont nouvelles pour moi. Alors, ma première grande frustration, c'est mon impossibilité d'initiative d'excitation sexuelle. Je ne peux pas donner de câlin, je ne peux pas le toucher sans demander. Ensuite, ma deuxième grande frustration, c'est de devoir être toujours sur ce fauteuil qui limite forcément les possibilités de contact. Et de devoir toujours être dans un lit pour, on va dire, faciliter l'accès au toucher. Il faut que ça enlève forcément beaucoup de spontanéité. Par exemple, je prévois toujours un temps où on est tous les deux au lit le matin avant, quand l'auxiliaire de vie arrive. Par contre, là où je gère au mieux les frustrations, c'est en matière de position sexuelle, car je ne mesure pas par le Kama Sutra. Et comme disait un grand écrivain en situation de handicap, il n'y a pas que la levrette dans la vie. Et puis finalement, avec mon compagnon, je me
explorer pas mal de positions malgré mon handicap. J'ai longtemps cru que tout cela, tout ce que je ne pourrais pas faire avec mon handicap, allait forcément nuire à mes relations. Or, mon âme m'a appris avec mes limites, sans comparer forcément avec d'autres, et cela me semble pas logique plus que cela. Donc je lui demande souvent parce que j'ai vraiment besoin d'être rassurée sur ce point-là. Alors que je reste souvent bloquée derrière mes impossibilités, il m'a prouvé quelque chose que je n'aurais jamais pu imaginer. Que mon handicap pouvait apporter un plus par rapport à une relation classique. Forcément, quand on s'occupe d'une personne, on doit être plus à l'écoute de l'autre. On partage des moments de complicité supplémentaires. On se touche davantage. Et cela peut même éveiller le désir. Et dans ce cas-là, le handicap et la dépendance peuvent devenir un atout. Et comme le disent Joanne Chollet et Sébastien Roux, la ressource érotique rend possible, voire facilite, l'échange amoureux. Imaginez quel choc en moi de me rendre compte que mon handicap avait quelque chose de positif dans ma vie affective et sexuelle, alors que je m'étais ancrée dans le cerveau un schéma complètement inverse. Imaginez-vous le surhandicap que je m'étais créé. Alors comment est-il possible d'avoir des relations sexuelles avec une personne handicapée comme moi qui ne peut pas du tout bouger? Alors j'ai envie de vous dire, c'est comme quand une femme fait des toiles de terre. Sauf que non, j'exagère, parce que cela n'a rien à voir. J'ai bien d'autres possibilités d'exprimer ma sexualité. Moi, je ne regarde pas le plafond en attendant que ça se termine. Alors c'est sûr que tout passe forcément par la parole et par l'autre. Évidemment, mon compagnon ne peut pas rester passif. Mais comment puis-je suggérer mes envies? Alors j'avais au tout début une grande gêne de tout devoir verbaliser. Imaginez-vous, avec votre partenaire, imaginez que vous deviez tout exprimer par la parole, ce que vous vouliez faire, ou ce que vous avez envie qu'il vous fasse. C'est un exercice très difficile, mais que j'avais besoin de faire, notamment pour réduire un petit peu ma frustration. Et cela pouvait avoir un effet sur l'autre qui me dit avoir comme une sensation de chatouille quand je lui exprime mon envie de chatouille. Alors il devine maintenant, forcément, mieux, très facilement, tout ce que je veux, et il marche beaucoup à l'instinct. J'hésite beaucoup moins à le dire. Forcément, ce ne sont pas des ordres, mais c'est quand même nécessairement directif, mais c'est ma façon à moi de pouvoir m'exprimer sans le moindre mouvement possible de façon autonome. Ensuite, n'oublions pas la communication non verbale. Elle est très importante aussi. Mon compagnon marche beaucoup au ressenti. Il fait très attention à mes frissons, mes contractions, la chaleur de mon corps, mes rougeurs, mes battements cardiaques et bien sûr les expressions de mon visage. Alors, ce ne sont là que quelques exemples que je vous ai donnés sur la possibilité d'une vie affective et sexuelle même avec un lourd handicap physique comme le mien. Alors évidemment, certaines contraintes n'effacent jamais le handicap. Et c'est principalement pour moi l'environnement et la perception de la société qui le prime. Tant que le handicap pour la société entière sera perçu comme une barrière à tout, très peu considéreront que l'amour et la sexualité est une possibilité dans la vie d'une personne handicapée. Et comme un cercle vicieux, cette vision se répercutera sur la personne elle-même concernée, qui se créera un surhandicap. Je suis née, je respire, j'existe, donc je suis comme tout le monde.
pouvoir nous protéger de tous les risques, d'aller dans les risques. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de risquer. J'ai les mêmes déceptions à connaître. Même si je suis triste, ça fait aussi partie de ma vie. Mais j'ai surtout les mêmes bonheurs à vivre. Alors, j'ai envie de répondre à cette médecin du travail. Non, je ne suis pas célibataire. Et lui, j'ai des relations sexuelles. Merci. Merci Laetitia. Alors, la question de l'assistance et de l'accompagnement sexuel, maintenant, nous allons accueillir Degen Alix, qui est chef de projet à l'APF et qui va nous parler de son travail de recherche sur la pertinence de l'assistance sexuelle. Merci Degen. Alors, je m'excuse par avance parce que j'ai une extinction de voix, mais j'espère que ça va quand même aller. Alors, lorsque j'ai choisi d'aborder le sujet de l'assistance sexuelle, j'ai été confrontée à quelques réactions que je dirais particulières. Autour de moi, j'ai pu entendre qu'est-ce que c'est que ce truc. J'ai pu entendre mais c'est de la prostitution, c'est quand même particulier, je ne comprends pas bien. Et ces réactions montraient bien que ce sujet était clivant et que finalement il pouvait aussi produire des débats qui pouvaient être à la fois passionnés et passionnants. Il a fallu alors définir l'assistance sexuelle, expliquer autour de moi les différentes dimensions qu'on peut retrouver autour de l'assistance sexuelle, à savoir qu'elle pouvait permettre à des personnes en situation de handicap de s'épanouir en accédant finalement à une certaine liberté sexuelle, sensuelle ou érotique. C'était aussi un outil qui permettait à des personnes qui, de par leur déficience, pouvaient se retrouver, avoir une aide humaine finalement pour réaliser un acte sexuel. C'était aussi parler de l'apprentissage, de la découverte de son corps, de ses sens, à travers une rencontre finalement avec l'autre. Et tous ces éléments paraissaient en tout cas pour des personnes qui n'étaient pas confrontées au handicap ou à ces questions. J'avais l'impression d'être en mode ovni, j'ai envie de dire, puisque pour les personnes c'était complètement parler de sexualité déjà des personnes en situation de handicap, ça a été compliqué. Mais alors là, exprimer qu'il y avait tout un mouvement de personnes qui travaillaient, en tout cas, qui essayaient de permettre la légalisation de l'assistance sexuelle en France, questionnait énormément. Le débat autour de l'assistance sexuelle oblige finalement la société à s'interroger sur la place, sur le regard qu'elle porte sur les personnes en situation de handicap. Il y a un sondage qui a été réalisé en 2006, ce n'est pas si long que ça, par l'association Internet France Handicap. Et dans ce sondage, 61% des personnes sondées estimaient que les personnes en situation de handicap n'avaient pas de vie sexuelle. Pour 87% des personnes sondées, vivre avec des personnes être en couple avec une personne en situation de handicap, c'était du courage. Donc on voit bien qu'on est dans une perception de la société où finalement la place de la personne handicapée, son identité en tant qu'être sexuel, être désiré et désirable, reste quand même subit encore un certain nombre de préjugés. Beaucoup de personnes me questionnaient en me demandant s'il ne s'agissait pas justement d'un combat idéologique, certes légitime, mais peut-être très éloigné des demandes des personnes. Je suis donc allée interroger les personnes sur la pertinence même de l'assistance sexuelle. Qu'est-ce que l'assistance sexuelle peut finalement apporter aux personnes, à leurs proches? Et finalement, est-ce que l'assistance sexuelle ou l'accompagnement sexuel, il y a plusieurs, on parle aussi d'accompagnement sexuel,
est-ce que c'était un élément, est-ce que ça ne concernait que les personnes en situation de handicap? Je suis donc allée à la rencontre de personnes handicapées, de professionnels, d'aidants. Et ce qui ressortait, 3 éléments ressortaient de l'enquête qui a été réalisée. La première, c'était que finalement l'assistance sexuelle répond à des besoins concrets pour les personnes en situation de handicap. Elle apporte des réponses qui sont à la fois adaptées et personnalisées. Et aujourd'hui, c'est quelque chose ça manque énormément, autant pour les personnes en situation de handicap que pour les professionnels. Avec une petite nuance, puisque la plupart des personnes que j'ai rencontrées m'ont également énormément parlé de rencontres, de tendresse, de désir de vie à deux. Je me souviens d'un monsieur qui me disait: je ne souhaite pas vieillir seul, mon rêve c'est d'être à deux, de finir ma vie à deux. Une autre personne me disait: j'attendais un soleil. Donc vraiment une envie, une construction d'une vie amoureuse, sentimentale. Et finalement, quelquefois, pour ces personnes-là, la réponse, l'assistance sexuelle n'était pas la réponse attendue. Par contre, pour des personnes qui étaient où, si elle en était une, ce serait une réponse partielle. Parce qu'elle peut aider finalement à ce travail, à cette construction de la rencontre avec l'homme. Parce que lorsqu'on est une personne en situation de handicap, il faut reconnaître que la rencontre, elle reste compliquée. Quand les personnes nous disent souvent on peut rencontrer des personnes au travail, on peut rencontrer des personnes en allant dans un bar, en allant avec des copains dans tel ou tel endroit. Oui, mais non, pas toujours. Pas toujours. Puisqu'on est encore aujourd'hui confronté à des représentations, on est aussi confronté à des obstacles. On a un environnement qui aujourd'hui n'est pas toujours accueillant pour les personnes en situation de handicap. Il y a 2 jours, une jeune fille nous expliquait lors d'un autre séminaire qu'elle s'est fait refouler d'une boîte de nuit tout simplement. Donc on se rend bien compte que la rencontre n'est pas du tout évidente pour toutes les personnes en situation de handicap. Et donc demander souvent aux personnes d'être dans un schéma classique, d'attendre que cette rencontre puisse se faire d'une manière classique, ce n'est pas toujours la réalité pour toutes les personnes en situation de handicap. Et derrière l'assistance sexuelle, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a aussi tout un travail autour de l'apprentissage. Le décalage dont tu parlais, Laetitia, tout à l'heure, quand pour certains ça se joue à 15 ans, pour d'autres ça se joue à 30 ans, et peut-être pendant tout ce cursus, il n'y a pas d'apprentissage, il n'y a pas d'éducation, on est plus comme un objet de soin finalement. Et il y a plusieurs étapes qui sont complètement omises, oubliées et pas forcément traitées. Et ça impacte parce que derrière, il y a des codes à avoir. La rencontre avec l'autre, c'est aussi des codes. Et quand on n'a pas forcément les codes, quelque part, on peut se retrouver extrêmement démuni. L'assistance sexuelle répond ici d'une manière très pragmatique aux demandes des aidants, que ce soit des aidants professionnels ou des proches. Lorsque des parents sont obligés d'apprendre à l'enfant à se masturber, lorsque des parents se retrouvent en face de la détresse, la difficulté de leur enfant, de leur adulte, et ne pas avoir de solution, c'est quelque chose de clairement très difficile à vivre au quotidien. Demander à un parent d'appeler l'escort boy ou l'escort girl pour pouvoir créer le lien entre son enfant et une autre personne pour pouvoir répondre à un besoin, c'est positionner le proche dans une place qui n'est pas sa place. Idem pour le professionnel. Un professionnel qui soit, si on est dans notre secteur du médico-social ou autre, ce professionnel a un référentiel métier, il y a des choses qui sont attendues de lui dans son accompagnement, et il y a une autre partie de son parcours finalement où il ne peut pas apporter de réponse. Ou en tout cas, il est complètement démuni par rapport à cette demande et à cette détresse du quotidien pour certaines personnes en situation de handicap. Alors du coup, l'assistance sexuelle, ça a permis finalement d'équilibrer la relation d'aide.
Ça permet d'avoir une relation qui est équilibrée, sereine, et finalement où chacun se positionne de la meilleure manière et on évite la rupture et l'épuisement des uns et des autres. Être aujourd'hui finalement dans une société où on n'est pas perçu, on est ni à l'intérieur ni à l'extérieur finalement de cette société, puisque on voit bien que quand on parle de sexualité, on parle de l'humanité finalement de la personne. Et quelquefois refuser à une catégorie de la société cette humanité, c'est les renvoyer dans les profondeurs. On parle beaucoup de société inclusive, mais on se rend bien compte que sur la question de la sexualité, on est encore très très loin et les préjugés sont encore très très persistants. Sur un champ beaucoup plus abstrait, le travail qui a été mené a permis quand même de préciser que l'assistance, la légalisation de l'assistance sexuelle permettrait finalement à n'importe quel individu d'accéder à une liberté individuelle. Et la liberté individuelle dans notre société aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Elle participe aussi à l'effectivité du droit à la vie affective et sexuelle. Comment? Parce qu'elle permet de renforcer finalement un droit qui existe déjà, mais qui est extrêmement théorique pour les personnes en situation de handicap. Vous avez le droit, vous pouvez, mais. Et ce mais dure depuis des siècles, des années, et aujourd'hui, il y a tout un travail, tout un combat qui doit être mené pour permettre justement aux personnes d'être reconnues dans leur identité. On parle aussi de ce travail autour de l'assistance sexuelle, des combats qui sont menés par les uns et par les autres, a permis aussi de remettre au bout du jour, de repolitiser la question de l'assistance sexuelle et du libre choix. C'est-à-dire, à un moment donné, peu importe sa déficience, avoir le choix de. Et beaucoup de personnes sont privées de ce choix. Donc, derrière ce combat associatif, derrière ce combat aussi individuel, parce que ce ne sont pas que des associations qui le font, les personnes individuellement portent aussi ce combat, on a vraiment toutes ces questions autour de la citoyenneté, autour de la reconnaissance de l'individu. Reconnaître et accepter l'individu dans ce qu'elle est. Aujourd'hui, on a le Comité national d'éthique qui nous dit pour 3 arguments pour ne pas légaliser l'assistance sexuelle. 3 arguments. La première, la vulnérabilité. On considère donc que toutes les personnes en situation de handicap sont des personnes vulnérables et attention, il faut les protéger. On ne sait jamais, quand ils peuvent avoir envie d'aimer, ils peuvent avoir envie d'avoir une relation sexuelle, ils peuvent être tristes, mais qui n'a pas été triste, qui ne s'est pas fait larguer, qui n'a pas eu une relation difficile dans la vie. On est tous des êtres vulnérables finalement. Et partir d'un constat assez global, assez généraliste, et de se dire que dès l'instant où on est une personne en situation de handicap, on est une personne vulnérable, ça questionne énormément sur la place et sur la vision de la société par rapport au handicap. L'autre argument qui a été également porté par le Comité national d'éthique, c'était de dire qu'il y avait un risque de transfert. Mais attention, ce risque de transfert, on le positionne que dans un seul sens. La personne handicapée pourrait faire un transfert sur l'assistant ou l'accompagnant sexuel. Ça veut donc dire que l'assistant sexuel ne peut à aucun moment faire un transfert de l'autre côté. Ne peut pas faire un transfert vers la personne en situation de handicap. Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Que la personne en situation de handicap n'est pas un être désirable, que de toute façon il n'y a aucune chance que son accompagnant ou son assistant puisse tomber amoureux ou avoir un transfert affectif de l'autre côté. Mais par contre, oui, attention, la personne handicapée peut elle de suite transférer des émotions ou autres auprès de son assistant sexuel. Et le dernier point que le Comité national d'éthique nous pose, c'est la proximité avec
la prostitution. Alors, on est en France dans une position abolitionniste depuis quelques années, où finalement la question de la sacralisation du corps, la question de la marchandisation du corps a une très grande importance et a un poids assez important dans notre société. Donc aujourd'hui, on est aussi en train de dire, en tout cas aux personnes qui militent pour la légalisation, attention, il y a quelque chose qui se passe avec la prostitution et nous ne pouvons pas légitimer la légalisation de l'assistance sexuelle, puisque derrière, ça pourrait être compris comme de la prostitution déguisée. C'est une position. Mais toujours est-il qu'on est dans une position presque hypocrite, parce qu'aujourd'hui, dans les faits, l'assistance sexuelle existe. Des associations mettent en relation. Il y a une pratique de fait, des personnes sont formées, mais on reste en fait sur un positionnement de principe. Un autre point qui est ressorti, c'était surtout de voir la question du besoin. 30% des personnes que j'ai pu interroger, qui étaient des professionnels, par exemple, considéraient qu'il y avait une sexualité spécifique au handicap. Mais ça montre quand même qu'il y a des choses qui sont encore ancrées dans notre société. Et finalement, on peut se demander si l'assistance sexuelle n'est pas tout simplement une approche nouvelle, c'est-à-dire rentrer par le besoin spécifique. Si demain, dans d'autres personnes, qui ne sont pas forcément des personnes en situation de handicap, pourraient avoir des besoins spécifiques et, dans la logique de l'assistance sexuelle, des réponses pourraient leur être apportées. Parce que derrière l'assistance sexuelle, qu'est-ce qu'on a? On a encore une fois la possibilité d'avoir une réponse à des besoins adaptés et personnalisés. Je pense que le combat est encore long, mais il y a des choses qui doivent, même au niveau, je pense aussi des associations, il y a aussi un travail qui doit se faire, peut-être du travail autour du lien entre la prostitution et l'assistance sexuelle, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est ce qui a l'air d'être vraiment l'obstacle principal. Donc, je ne sais pas quelle est la position là-dessus de choses, en tout cas, mais une convergence des luttes, un travail autour de l'éducation sexuelle et de la formation aussi des professionnels. Parce qu'il est clair que, en tout cas, il y a tout un mouvement de personnes militantes qui ont envie de montrer à la société, en tout cas, que la sexualité n'appartient pas au monde des valides. Les personnes en situation de handicap ont toujours eu une sexualité, continueront à avoir une sexualité. Et finalement, une société audacieuse, et quelquefois l'audace, ça nous manque. Mais je pense que une société audacieuse pourrait aller vers l'assistance sexuelle, travailler autour de ces questions, et vraiment derrière, c'est reconnaître l'identité, la citoyenneté et l'humanité des personnes. Je vous remercie. Nous allons accueillir maintenant Julia Tabat, présidente de l'association Chose, qui va justement approfondir ces questions de droit français et européen concernant l'assistance sexuelle. Après l'intervention de Julia, vous aurez l'occasion de poser des questions à nos trois conférencières de cette matinée. Bonjour, alors je vais faire assez court parce que je pense que la richesse de ces journées, c'est d'échanger. Juste une toute petite présentation de choses. Donc, c'est une association qui milite pour la reconnaissance de la vie intime, affective et sexuelle de la personne en situation de handicap. Alors, on m'a demandé de faire un focus sur l'assistance sexuelle. Ok, mais on n'a pas. C'est un outil. Pour nous, c'est un outil parmi d'autres. C'est un outil au sens noble du terme. C'est pas l'objet. Ouais. Donc, je vais commencer par vous citer deux textes. Alors, je vais faire très light.
je vais vous parler du droit international, de ce qui se fait en Europe et de ce qu'on peut ou pas, ou clandestinement ou hypocritement, ce qu'on fait en France. Alors d'abord le droit international. Il y a deux textes qui sont importants pour nous. Il y a la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été ratifiée par la France en 2011. Je vous conseille d'aller lire l'article 25, qui porte sur la santé et notamment la santé sexuelle. La santé sexuelle, c'est important pour tout le monde. Et là, on a un article qui nous aide, qui nous donne des arguments pour aller militer dans d'autres pays pour cette reconnaissance de la vie intime, affective, sexuelle. L'autre texte qui est intéressant pour nous, elle définit plus précisément c'est quoi la santé sexuelle, qu'est-ce qu'on entend par la santé sexuelle, et c'est un texte de l'OMS. D'un côté, on a les Nations Unies, de l'autre côté, on a l'Organisation mondiale pour la santé. Donc c'est quand même assez intéressant pour nous. Et je vais vous donner, je ne vais pas vous lire la définition de la santé sexuelle, par contre, je vais vous donner une petite liste des droits. Alors, ce n'est pas des droits contraignants au sens on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, ce sont des droits ouverts. L'OMS reconnaît dans la santé sexuelle le droit de jouir du meilleur état de santé sexuelle possible, accès à des services médicaux spécialisés en matière de santé sexuelle et de reproduction, le droit de demander, d'obtenir et de transmettre des informations ayant trait à la sexualité, le droit à une éducation sexuelle, le droit au respect de son intégrité physique, le droit au choix de son partenaire, le droit de décider d'avoir une vie sexuelle ou non, le droit à des relations sexuelles consensuelles, le droit à un mariage consensuel, le droit de décider d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants au moment de son choix, le droit d'avoir une vie sexuelle satisfaisante, agréable et sans risque. Tous ces droits, en fait, que je viens de vous citer, c'est juste de la bienveillance. On en a parlé un petit peu hier. C'est de la bienveillance et c'est aussi la reconnaissance d'un être humain dans son entièreté et pas le saucissonner d'un côté la santé, le cœur, les muscles, la respi, les yeux, et de l'autre les sexualités dont on ne parle pas, dont on cache. Jusqu'à preuve du contraire, si nous sommes tous ici, c'est quand nos parents, nos grands-parents ont eu une sexualité. Et si nous allons transmettre, c'est que nous aussi, nous allons avoir une sexualité. Ou alors, j'ai rien compris à l'écologie. Une fois que ce cadre est posé, passons un petit peu, faisons un focus européen. Qu'est-ce qui se passe chez nos voisins? Eh bien, il se fait beaucoup de choses. C'est encore une fois une petite liste des pays où l'assistance sexuelle, on peut dire accompagnement sexuel, on parle d'assistance sexuelle en France, d'assistance sexuelle en France, parce que c'est le terme que les médias ont retenu. Il n'est pas forcément adéquat, mais la langue française étant ce qu'elle est, on est un peu bloqué sur la micro. Donc il faut bien choisir un. C'est pas forcément évident, c'est pas le pire non plus. Donc en Europe, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Bretagne, en Italie, aux Pays-Bas, en République tchèque, en Suisse. En gros, on est cerné. On est cerné par des pays qui ont autorisé de diverses manières l'assistance sexuelle. Il y en a qui ont demandé un cadre légal, il y en a qui l'ont carrément intégré dans leur pratique professionnelle, je pense au Danemark notamment, avec des personnels d'institutions qui sont formés à intervenir dans le cadre d'une assistance sexuelle. En Espagne, c'est encore autre chose. En Allemagne, il y a dans certaines Länder, dans ces équivalents d'organisation, on n'a pas l'assistance sexuelle existe, mais avec une limitation où la pénétration est interdite. C'est une limitation. Dans d'autres pays, c'est facilité parce que le cadre la législation autour de la prostitution est beaucoup plus libérale, puisque la prostitution est autorisée, donc l'assistance sexuelle ne pose pas de problème chez eux, parce qu'ils ont un rapport à la sexualité globale, pas uniquement la prostitution, un rapport à la sexualité beaucoup plus libre
qu'en France. Je voudrais juste vous faire encore un petit zoom arrière, parce que là je vous ai parlé des pays européens qui sont assez proches de nous. Mais il faut savoir que l'assistance sexuelle existe aussi ailleurs dans le monde. Existe aux États-Unis, existe en Australie et existe en Israël. Je vous dis ça parce que ça montre bien que derrière ces existences et ces reconnaissances, plein de pays avec des histoires et une société bâtie de manière totalement différente que la nôtre ont réussi à légiférer, à accepter, à encadrer de diverses manières l'assistance sexuelle. Alors évidemment, ça ne se fait pas comme ça, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel chez eux. Il y a eu des combats derrière, il y a eu des militantismes assez forts derrière. Mais ça existe. Et c'est des pratiques qui sont acceptées. Je peux même vous dire que le recours, par exemple pour Israël, le recours à des assistants sexuels est courant dans le milieu médical, notamment dans le cadre de sexothérapie. C'est quand même intéressant. Maintenant, ce qui se passe en France. Là, c'est... Là, on va s'amuser. Je vais vous rappeler quand même une petite chose importante, c'est que la majorité sexuelle en France, elle est donnée à 15 ans. Pas 21, pas 35, pas 40, pas 60, 15 ans. Donc quand on entend, quand on a pu l'entendre dans divers parcours, non, la sexualité, on va surtout pas lui en parler, maintenant elle est trop jeune, non, c'est faux. Sexualité, c'est en situation de handicap. 15 ans. Ce qui est légal également en France, c'est de former à l'assistance sexuelle. Alors, chose, on représente, mais aussi la race. Alors, L apostrophe A de B A S. Et non pas là, plus en face. Marcel, si tu nous entends. Bref, ces deux associations ont des formations en France. Quand Solidaire le fait avec, chose le fait avec l'association Quand Solidaire, l'association suisse, la base c'est régulièrement sur la France. Ça c'est légal. Ce qui est légal, et je vais peut-être vous étonner, c'est la prostitution. Et oui, il n'y a aucune loi qui interdit la prostitution. Par contre, ce qui est interdit, c'est qui est illégal. C'est le racolage, autrement dit la pub. Donc, si je me balade avec un carton au-dessus de ma tête en disant assistance sexuelle, contactez-moi au 06, là je peux être accusé de racolage. Mais pas de prostitution. Le proxénétisme est également interdit. Autrement dit, la mise en relation. Ce qui veut dire que si moi je donne, à titre personnel, à quelqu'un parmi vous, le numéro d'un assistant ou d'une assistante sexuelle que j'ai dans ma besace, je vais devenir proxénète. Et comme je suis présidente d'une association, c'est encore pire parce que c'est une bande organisée. En gros, amenez-moi des oranges en prison. Mais comme elles ne sont pas accessibles, on va mettre une chambre d'échelle. Je blague là-dessus, mais je parlais tout à l'heure de Marcel Nuss, qui est à l'origine de la base. Il ne se cache pas de faire de la mise en relation, il l'annonce, il l'affiche clairement pour être poursuivi. Il veut ça. Pour amener le débat public sur l'assistance sexuelle. Jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas été inquiété, ça fait 2 ans, je ne sais pas, un peu plus même. Il n'a toujours pas été inquiété, tout simplement parce qu'aucun juge, aucun flic n'ira arrêter une personne en situation de handicap pour l'accuser de proxénétisme ou de racolage ou de je ne sais pas. Parce que le dernier point,
vous avez bien entendu parler, c'est la pénalisation du client. Dans la logique abolitionniste qui est celle de la France vis-à-vis de la prostitution, le client de prostituée est donc pénalisé. Ça date de 2016. Je vous dis quand même ce qu'on risque à avoir recours à une prostituée. On a une amende de 1 500 €, voire 3 750 € en cas de civil. Ça fait cher la taxe. Le problème, toujours le même, nous avons été, en tant que chose, été auditionnés par un député qui, je ne dirais pas son nom, qui siégeait dans le groupe de travail qui a élaboré la loi de la pénalisation. Et donc lui avons dit, vous vous rendez compte, et je le vous faites, ça veut dire que ce que vous faites là va rendre les personnes en situation de handicap encore plus seules face à leur sexualité, va mettre des barrières encore plus importantes. Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous faites là va faire reculer la reconnaissance de l'assistance sexuelle en France? Oui, nous le savons très bien. Mais de toute façon, vous, c'est pas grave, vous ne serez jamais arrêté. Un député qui était en train d'écrire la loi sur la pénalisation des filles. Et là, on lui dit, mais alors pourquoi il ne faut pas prévu expliquer dans ce cas-là, de mettre dans ce cas-là quelque chose qui autorisait, légiférait l'assistance sexuelle. Ah, mais non, mais il vaut mieux que ça reste comme ça. De toute façon, l'avis du Conseil national d'éthique est fermement contre. En gros, vous nous laissez 1 dans votre merde, 2 dans la clandestinité, 3 on se débrouille. Merci Lucas. Aujourd'hui, vous savez, on l'a dit tout à l'heure, il y a des assistants et assistantes sexuelles qui exercent en France. Qui en connaissons. Je trouve ça très hypocrite comme système. On peut former, on ne peut pas exercer. Enfin, si, on peut exercer, mais on ne peut pas en parler et on ne peut pas mettre en relation. C'est facile. Toujours est-il qu'au-delà de toutes ces barrières-là, l'assistance sexuelle, l'accompagnement sexuel est forcément quelque chose qui va émerger en France, qui va arriver, parce qu'on en a besoin. Alors, pas tous au même moment, pas tous de la même manière, pas tous avec la même récurrence, pas tous de... Chacun étant différent, on construira chacun peut-être qu'on en aura besoin à un moment donné, peut-être qu'on s'en passera, peut-être que ça reviendra. Et alors, la seule chose qui est importante, c'est que cette visibilité, également, on n'a pas besoin de se cacher, et que surtout, ça ne soit imposé à personne, ni à l'assistance, consistante, ni à la personne en situation de handicap. Ce soit un choix. Aujourd'hui, ce choix-là est compliqué à faire, difficile, parfois très difficile à assumer. J'ai des histoires de personnes qui nous remontent, qui disent moi j'aimerais bien faire appel à un assistant et un assistant, mais comme je n'ai pas d'argent, évidemment, une personne en situation de handicap, mes parents ne veulent pas parce qu'ils sont pas pour moi, parce qu'ils veulent me protéger, ils ne veulent pas que je sois poursuivie en tant que client conseiller. Comment ça? C'est une situation aujourd'hui qui est un peu délicate, un peu difficile, mais comme je le disais tout à l'heure, je crois que le militantisme, la convergence de l'association associative, le fait qu'on en parle de plus en plus ouvertement dans des salles comme aujourd'hui, le fait qu'on aille de plus en plus fort crier, hurler, qu'on a besoin que ça existe, que le choix soit possible, il faudra qu'on y arrivera forcément. Et puis, voir nos amis européens avancer sur cette question-là, forcément à un moment ou à un autre, la France devra aussi bouger ses représentations et reconnaître qu'on est des êtres humains à part entière, avec une sexualité, qui a besoin parfois de compensation de la réalité sexuelle.
Bonjour, alors moi je m'appelle Christophe, je suis le compagnon de Laetitia et je fais aussi partie de la PAS. Donc je suis l'ancien accompagnant sexuel, voilà, pas assistant sexuel. Je suis aussi auxiliaire de vie, de Laetitia et de Marcel Russe. Marcel Russe qui est président de la PAS. C'est la seule association en France qui forme et met en relation des accompagnants et des personnes demandeuses. Donc, il faut le savoir, l'association Consolidée est une association en Suisse qui n'existe pas en France. Donc c'est la PAS, c'est la seule association qui prend le risque de représenter Marcel Russe, qui prend le risque d'avoir d'être mis en difficulté par la justice, comme expliquait Julien. Et donc la pénétration du bilan depuis 2016 qui pose problème, surtout pour pas trop les clients de la prostitution classique, mais par exemple des clients en institution, les bénéficiaires des institutions, c'est une somme énorme, par exemple, ils sont poursuivis par rapport à ça. Donc pour rebondir par rapport à ce que Laetitia disait, Non, je peux éventuellement témoigner en tant que bénéficiaire de 12 accompagnements sexuels il y a 3 ans maintenant. Donc c'était avant de connaître Christophe, c'était pas avec Christophe. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais toi tu t'es mis avec ton accompagnement ». Non, rien à voir. Voilà. Moi, contrairement, un autre argument au tien, Julien, pourquoi on est si peu, moi je trouve si peu de femmes à faire appel à l'accompagnement sexuel. Il peut y avoir différentes raisons. En tout cas, moi j'ai mis très longtemps avant de me décider, alors que ça fait depuis, on va dire, 20 ans que je suis pour l'accompagnement sexuel. Et c'est seulement à 33 ans que j'ai sauté. Alors pourquoi? Parce que j'avais extrêmement peur et j'avais besoin d'une traite pour que ça me fasse plus de bien, entre guillemets, que de mal. J'avais extrêmement peur de m'attacher. Moi, l'attachement, c'est quand même quelque chose qui était très difficile dans ma tête. Après aussi, il faut aussi accepter quand on n'a pas connu de sexualité depuis longtemps, qu'il faille faire appel à quelqu'un de spécialisé pour venir nous aider dans ce domaine-là. C'est pas facile à accepter non plus. Donc voilà, je sais pas Julia, si tu es d'accord, mais c'est un des arguments. J'allais compléter ce que tu dis parce que hier, dans cette même salle, une jeune femme est intervenue pour expliquer qu'elle aurait du mal à demander, à faire appel à un professionnel, à une assistance sexuelle. Et on comprenait bien cette difficulté parce que c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du naturel. Et ce qu'on n'arrive pas à faire comprendre, ce sur quoi on se bat centimètre par centimètre, j'allais dire, auprès des pouvoirs publics et des représentants politiques, c'est de dire que c'est tout sauf l'assistance sexuelle, l'accompagnement sexuel, tout ce que vous voulez comme terme. C'est tout sauf quelque chose d'évident, c'est tout sauf quelque chose pour la personne en situation de handicap, dans sa démarche, c'est tout sauf la satisfaction d'une pulsion immédiate et consommatrice d'un autre corps désincarné,
que pourrait être l'assistant ou l'assistant. C'est tout sauf ça. C'est vraiment voilà, une démarche, quelque chose qui demande maturation, c'est ça. qui demande de la préparation aussi entre les deux, entre la personne en situation de handicap, en tout cas la personne bénéficiaire et l'assistant ou l'assistante. Parce que tout ne se fait pas comme ça. On a tous des représentations de la sexualité. Je ne sais même pas ce que c'est la sexualité. Je connais des sexualités. Et encore, je connais un peu ma sexualité. La sexualité de mon voisin, de ma voisine. Je ne la connais pas. C'est un logique, on n'est pas ensemble. Normal. Donc je vais avoir du mal dans cette démarche-là de dire ce dont je vais avoir besoin, ce dont je vais avoir envie. Et tout ça, ce sont des choses qui se préparent, et l'assistance sexuelle, l'accompagnement sexuel, c'est tout sauf un rendez-vous de 1 heure, de 30 minutes, d'un quart d'heure, avec une pénétration, une jouissance, merci, au revoir. C'est tout sauf ça. C'est ça c'est ce qu'on Je vais vous expliquer comment se passe en fait un accompagnement sexuel. Donc, il y a une demande préalable qui est faite sur le site de la PAS. Donc, une fois la demande faite, il y a une mise en relation derrière par des personnes qui ont été formées et qui sont habituées à faire des mises en relation, qui connaissent très bien les accompagnements, les différentes régions, etc. Pour mettre en relation la personne demandeuse et les accompagnants. Et donc, il y a un entretien préalable qui se passe, donc qui dure à peu près 1 heure, qui est gratuit. Donc, l'accompagnant se déplace au domicile de la personne. Et donc, il y a à peu près un rendez-vous, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Et dans cet entretien, on parle de choses et d'autres, de ce que la personne veut pas, voilà, on fixe un cadre, des limites aussi, s'il y a besoin. C'est vraiment informel. C'est un entretien préalable, voilà, donc on parle de plein de choses. Ça permet aussi de dédramatiser par rapport à la prostitution classique où vraiment il y a un acte qui est réalisé au bout de 5 minutes, une demi-heure, voilà. Donc là, c'est l'entretien préalable. Après, on définit d'un second rendez-vous pour vraiment qu'il y ait l'accompagnement en soi. Après l'accompagnement, on préconise, on se passe un peu comme sur la Suisse, c'est à peu près 1 heure et demie pour 150 €. Donc, pourquoi on fait payer? Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que l'accompagnement sexuel soit gratuit. Alors, pourquoi on fait payer? Pour une raison très simple, c'est pour déjà nous permettre qu'il y ait moins d'attachement entre l'accompagnant et l'accompagné. Voilà. Et parce que tout travail mérite salaire aussi. Voilà, c'est pas, on rentre pas dans du bénévolat, dans l'assistanat. C'est pour ça que j'aime pas utiliser le mot assistant sexuel, on n'assiste pas. Et on n'assiste pas les personnes assistées. C'est pas une personne en situation de handicap et une personne avant tout. Les termes sont très importants, je pense. Et surtout en France, le terme d'assistanat est vraiment très péjoratif. Voilà. C'est une connotation très péjorative. Donc, après, l'accompagnement, ça dure à peu près 1 heure et demie, on préconise entre 6 et 7 accompagnements maximum, en sachant très bien qu'il y a des personnes qui n'ont que cette sexualité de disponible, qui ne verront que ça, parce qu'ils sont dans des situations des fois très problématiques pour rencontrer des personnes qui sont en institution, même l'accompagnement sexuel leur est interdit. Il y a des directeurs d'établissement qui ferment les portes pour les accompagnements sexuels. Les personnes se retrouvent avec rien du tout. Alors, après, on peut attendre, effectivement, on peut attendre que les mentalités, que la société évolue dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et les personnes
s'aperçoit que la personne que j'ai accompagnée sexuellement, voilà, on ne peut pas lui dire à 28 ans, attends, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est totalement impossible. Voilà, c'est une personne qui avait 28 ans, qui a envie de vivre sa sexualité, de découvrir ce que c'est et pas d'attendre que les mentalités évoluent. Voilà, comme toutes nos différences. Voilà, il faut qu'elles soient acceptées. Et voilà. Moi, j'étais accompagnant sexuel, j'ai arrêté. J'ai arrêté par rapport à mon couple, mais je suis en même temps contre l'accompagnement sexuel. Je ne suis pas, même si je milite ce coup, je trouve que c'est pas la solution, c'est une solution. Mais moi, je suis profondément triste que dans une bonne société en 2018, on ait la meilleure solution qu'on a proposée, c'est l'accompagnement sexuel. C'est au niveau des mentalités, c'est triste, parce qu'il y a encore beaucoup de... On voit une personne en féjaille par la plupart des personnes pensent que c'est une personne incapable, qui ne travaille pas. On lui dit souvent, ah tu travailles, c'est comme si c'était, comme si c'était inimaginable pour une personne en fauteuil de travailler, ou d'être capable, simplement d'être capable de faire, d'écrire, de faire des choses que tout le monde fait, simplement d'être assis sur un fauteuil. On est dans cette société actuelle, la plupart des gens pensent encore ça. Voilà. Après, il y a des émissions comme Vestiaire que je n'ai pas du tout regardé. J'avoue, je n'ai pas encore regardé. Mais voilà, c'est le tout début vraiment d'une ouverture d'esprit, de médiatisation des personnes en situation de handicap. Et on est vraiment au tout début. Alors voilà, les mentalités, elles ne changeront pas. Elles ne changeront pas en 5 ans, elles ne changeront pas en 10 ans. En 10 ans, on se retrouve, c'est exactement la même chose. On se retrouve au 7e salon après, ce sera exactement la même chose. Les mentalités n'évoluent pas en 10 ans. Voilà. On parlait encore hier de la Révolution française de 1789, 200 ans. Voilà, il faut des mini-révolutions pour que les choses évoluent. Ça n'évoluera pas par petites touches comme ça, c'est faux de le penser. Voilà. La situation actuelle en France, surtout au niveau de la Constitution, elle est hypocrite par rapport à d'autres pays. Donc, comme l'a dit Julia, la Constitution en France, elle est libre, elle n'est pas autorisée, elle n'est pas interdite. Elle est libre. Voilà, le racolage. On va passer aux questions. Voilà, on va passer aux questions. Parce que le racolage n'est pas interdit. Si, le racolage est bien. Le racolage. Il est plus. C'est tout récent. C'est tout récent. C'est vraiment la mise en relation qui pose problème. La mise en relation et les études. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de sites de mise en relation qui sont à l'étranger. On va passer aux questions. Merci à tous. J'imagine que vous avez peut-être des réactions, des questionnements, Ouais. Donc merci pour votre intervention, c'était vraiment génial. Moi j'ai adoré. Je suis conquise, il y a longtemps que je suis conquise, mais encore plus. C'est une information à 14h. Nous allons diffuser pour appuyer tous vos propos. D'ailleurs, je vous invite à y venir. Nous avons une salle de projection dans la galerie. Et nous allons diffuser le film L'Assistante. C'est un film qui dure 16 minutes. Nous allons avoir l'acteur principal, Sébastien, qui est avec nous ici à la conférence, qui va venir aussi. Julia, Bélienne, Laetitia, Christophe, je vous invite à venir aussi. Et pour pouvoir continuer le débat tous ensemble, pour discuter de cette thématique, voilà, sur un thème concret, puisque le film aborde concrètement le sujet. Et je pense que ça peut nous intéresser tous. Donc voilà. Si quelqu'un a des questions, gros. Allez, on va merci. Bon, je me lance. Donc, je voulais vous remercier déjà pour cette conférence. Et donc, ma première question, donc, je travaille pour le CIAS.
et j'interviens sur des situations problématiques. Donc je vais essayer d'être très claire. Donc j'ai une personne en situation de handicap qui est dans un fauteuil roulant, donc il y a eu une IMC, pardon, et qui n'arrive pas justement à rencontrer son âme sœur et qui fait appel à des prostituées. Et actuellement, malheureusement, cette personne est abusée et il y a énormément d'argent liquide qui disparaît de ses comptes. Donc on a essayé de mettre en place une mesure de procédure pour protéger cette personne, mais surtout, je ne sais plus vers, justement, je pense à votre association Chose, le mettre peut-être en contact avec un assistant sexuel, voilà, comment répondre à ce besoin donc, sexuel, et tout en lui permettant donc d'être cette personne, d'être lui, de sa citoyenne, vous l'avez très bien dit. Voilà, voilà, c'est notre grande question au jour d'aujourd'hui, au sein de notre service. Je pense que vous n'êtes pas, malheureusement, seul service à vivre ce genre de situation. Alors, la réponse toute faite est assez compliquée à vous donner, parce que malheureusement pas clé en main, c'est toujours du cas par cas, c'est toujours du personnel, selon l'individu. On peut pas. Après, pour pouvoir entrer dans le détail de la situation, mais je ne suis pas sûre que ce soit le lieu de tout déballer. Effectivement, vous pouvez contacter soit Chose, la base également qui peut aider, quand c'est leader également des associations suisses, même si elle est en Suisse, elle est aussi en relation en France, donc c'est intéressant de le savoir, elle peut intervenir en France, parce qu'il y a des assistants sexuels, c'est le terme qui est retenu, mais on va dire AS, comme si on ne saura pas solution qui est assistant ou accompagnant, des AS qui interviennent, qui ont été formés par faire solidaire, mais ils sont en France. Ils interviennent en France. Ouais. On peut vous donner les coordonnées après, je pense que ça va être intéressant pour vous. D'accord, merci beaucoup. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, j'ai une petite question parce que je travaille dans une association dans le secteur du handicap mental et la question de la vie affective se pose fort pour les personnes qui sont parfois en souffrance du manque de solutions qui leur est proposé, notamment parce qu'elles vivent en institution. Et des professionnels aussi, on en parlait tout à l'heure, qui sont un peu désœuvrés face à cette souffrance. Et en fait, je me posais la question, on a parlé effectivement du droit en France, etc. Je pense que pour les associations, on se pose la question du proxénétisme. Et en fait, du coup, je me demande qu'est-ce qu'on peut dire à la fois aux directeurs des associations pour peut-être les encourager, les tranquilliser, parce qu'eux peuvent avoir peur peut-être d'être... Ce qu'on peut dire, c'est que parler de sexualité, c'est légal, déjà. Donc, non, mais je dis ça parce que des groupes de parole, faire intervenir pour la prévention de santé, expliquer ce que c'est, comment ça se passe, etc. Tout ça, c'est légal. Donc, même dans du handicap mental ou psychique, je ne vois pas en quoi. Après, il faut trouver le bon médium pour permettre la compréhension et la communication. Mais en tout cas, la chose, et je pense que le reste, c'est pareil, on n'exclut aucun handicap. On parle qu'on a un handicap physique, parce que ici, vous avez la question du mariage, et c'est vrai qu'on pense d'abord à celui-là, mais en fait, non, ça concerne tout type de handicap. Et en passant dans les pouvoirs du site, on a vu quelques outils qui étaient à disposition. Donc je pense que, en parler, c'est égal. On a aussi ce qu'il faut prendre en considération, c'est que là encore, on a des questions autour des valeurs, des croyances personnelles. Et vous allez avoir des établissements où les directeurs sont très à l'aise sur ce sujet, vont même aller au-delà, c'est-à-dire vont prendre le risque, et un risque pénal, comme il faut, peut-être quand on
on est dans la mise en relation ou autre, quand on parle aussi de proxénétisme. Donc, dans certains établissements, vous allez avoir des personnes qui sont suffisamment, en tout cas, armées pour aller au-delà de ça, et d'autres qui vont être beaucoup plus dans attention, c'est compliqué, je ne peux pas aller demain me retrouver au tribunal pour telle ou telle raison. Après, la question de comment on échange sur la question de la sexualité en institution, parce qu'en plus, en institution, on est dans un milieu fermé, finalement. Donc, je pense aussi de la responsabilité d'un directeur de structure de mettre les personnes à l'aise, que ce soit les professionnels ou les personnes en situation de handicap, parce qu'encore une fois, la sexualité n'est pas tabou. Voilà. Il y a toute une lecture autour du sujet quand on dit que c'est tabou, c'est très intime, oui, mais finalement, c'est tabou parce qu'on veut en faire un sujet tabou. Dès l'instant où on libère la parole et on crée des instants, moi dans certains établissements, ils ont mis en place des groupes de parole qui sont animés, des ateliers. Donc il y a aussi peut-être un travail en amont, on parlait tout à l'heure de l'éducation sexuelle, mais aussi de la formation des professionnels sur ces sujets-là. Parce qu'un professionnel peut se retrouver en difficulté par méconnaissance aussi. Je ne peux pas faire moi, les professionnels que j'ai pu rencontrer, c'était beaucoup comment on va accompagner, jusqu'où on peut aller. Et finalement, quand on arrive à déplier tout ça, à sortir, tirer le fil, on se retrouve avec des professionnels un peu plus sereins, qui sont un peu plus à l'aise dans l'accompagnement. Et du coup, l'accompagnement qu'ils vont proposer va être de qualité. Moi, je l'ai dit 15 000 fois, je crois, depuis tout à l'heure, mais l'accompagnement à la fois personnalisé et adapté. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, tu disais très bien, Julia, quand tu disais, je ne sais pas parler de la sexualité. Mais effectivement, il n'y a pas une sexualité. Et venir dans une structure et penser que tout le monde aura les mêmes attentes, la même sexualité, du coup, on propose la même chose, et c'est complètement se tromper, en fait. Il faut prendre du temps pour chaque individu, bien repérer les attentes des personnes et pouvoir offrir une réponse en adéquation avec la demande de la personne. Et très souvent, quand j'entends pareil handicap sexualité avec sexualité sans S, handicap sans S, ça m'énerve. Parce qu'il y a des handicaps, il y a des sexualités, et il faut arriver à construire tout cela. Et tant qu'on sera dans cette quelquefois absence d'individualité, d'un regard individuel sur la personne, on risque de se tromper quand même. Bonjour, Bourdin, appel France Handicap. Je voulais juste revenir sur le risque légal que vous parliez tout à l'heure. Il existe en théorie. En pratique, on l'attend depuis longtemps. Je pense que la passe peut en témoigner. Aujourd'hui, vous avez bien été spécialement impliqué sur ces questions-là. Les directeurs d'établissement font de la mise en relation très régulièrement dans la pratique, un certain nombre aussi, que ce soit avec des accompagnements sexuels, que ce soit en accompagnant des personnes pour pouvoir les constituer. Et aujourd'hui, la justice n'a pas été saisie. Donc certes, ça existe théoriquement, et oui, il y a un risque, mais est-ce que finalement, ce risque, il est si grand que ça? Je pense qu'à un moment donné, ce serait intéressant de... Voilà, suffisamment, le risque, il n'est pas tant... il n'y aura pas forcément de l'impact de la personne, de l'entourage de la personne qui peut venir d'associations abolitionnistes, type mouvement du lit, etc., qui eux luttent contre la prostitution et nous assimilent à des mouvements féministes qui jugent aussi qu'évidemment nous allons exploiter le corps de la femme avec des pervers handicapés qui se pensent que ça pour avec des interventions communautaires. Aujourd'hui, des pervers handicapés, oui, bon, probablement il y en a, mais pas plus. Après, on ne peut pas dire il n'y a pas de pénalisation, donc tout se passe bien. Non, c'est justement l'erreur. Il faut vraiment légaliser parce que les principes qui sont le problème, c'est que tant qu'on est dans ces non-dits, dans cette espèce d'hypocrisie, de clandestinité, en fait, vous faites ça. La réponse,
la réponse du Comité national d'éthique dans ce domaine est formidable, puisqu'elle dit à un moment donné que ce qui se passe entre deux individus ne regarde pas le comité, ce qui est absolument génial quand on parle de 3 paragraphes au-dessus de protection des personnes contre les abus. Et effectivement, comment voulez-vous protéger qui que ce soit si vous ne tenez pas compte Par rapport aux abus, il faut savoir que un quart des femmes en situation de handicap ont subi des agressions sexuelles. C'est là, il y a tout dedans, mais voilà, c'est énorme. Alors que voilà, on est d'accord sur le groupe, mais du coup ça reste clandestin. Enfin, pour élargir le débat, on peut penser à tout type aux agressions sexuelles envers toutes les femmes, où aujourd'hui on a très peu de personnes, très peu de femmes qui portent plainte parce qu'elles se comptent qu'on est dans le même ordre d'idée que celui-là, et tant qu'on n'est pas sorti de cette clandestinité, on n'y arrivera pas. Plus on en parle, plus on affiche. Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Christian Gilles et je viens donc, de Wallonie, donc de l'autre côté de la frontière. J'aimerais peut-être apporter une petite précision, Julia, par rapport à ce que tu disais, et donc ça apportera une réponse à Madame aussi. Donc, en fait, pour qu'il y ait proxénétisme, il faut qu'il y ait un lucre, c'est-à-dire que la personne y retire un avantage financier. Donc l'éducateur qui va partir avec un véhicule et qui va aller... On a le même code civil, et le même code pénal grâce à Napoléon. Et avec c'est que l'interprétation n'est pas tout à fait la même de chaque côté. Non, en fait, alors, le problème, c'est que, alors, oui, il y a, je vois ce que tu veux dire, je vais repasser là-dessus. Un téléphone, c'est pas grave. Ça ne peut pas du tout effectivement, le proxénétisme prend une part des recettes de la prostituée ou du prostitué, enfin le proxénète. Mais en France, la législation est un petit peu plus grave là-dessus, parce que il suffit juste de mettre en relation pour qu'on soit accusé de... Marcellinus le dit, il est proxénète bénévole. Il le dit très ouvertement. Voilà. C'est un problème. Voilà. Même si l'association ne prend pas un centime, il n'a jamais pris un centime pour les formations. Et chez nous, on a introduit cette notion de lucre par le fait que si personne n'y gagne, c'est la raison pour laquelle il y a eu une poursuite en France aussi. Parce que quelle est l'intention? L'intention, c'est de gagner de l'argent. Oui, à ce moment-là, on est poursuivi pour proxénétisme. Après, est-ce qu'il y a l'intention de gagner de l'argent? Il y a un élément intentionnel de l'infraction qui n'existe plus. C'est l'interprétation qui est faite en Belgique. Est-ce que c'est assez médiatisé? Est-ce que les associations comme Chose et Oulapa sont assez médiatisées pour être connues? Je pense qu'on n'a pas la même approche en Belgique. En plus, vous avez eu un comité de bioéthique qui a donné un avis favorable à l'encadrement législatif de l'assistance sexuelle. En France, on a exactement l'inverse, c'est-à-dire que on en parle depuis tout à l'heure, le comité national d'éthique a émis un avis défavorable. Il a mis un couvercle dessus en disant ça ne se fera pas, c'est pas légal, c'est de l'exploitation. C'est d'exploitation de la misère de la femme, c'est d'exploitation de la misère du pauvre handicapé. On n'est pas des personnes, on est des handicapés. Avec le Z. Donc pour les avoir rencontrés, ils m'ont un peu énervé. On est dans une situation différente, et ce qui fait que l'interprétation de la loi que vous avez en Belgique, on ne peut pas l'avoir en France. Vous êtes plus avancé. Une question? Je ne sais pas si on est plus avancé. On prend la dernière question. Oui, je voulais poser une question, en fait, peut-être vous surprendre, ou je ne sais pas, en tout cas, dans ce que je comprends, si je voulais juste synthétiser rapidement, on est sur des droits fondamentaux des personnes, reconnus internationalement, mention des Nations Unies, l'OMS, etc. On est face donc à des tabous, de représentation sociétale forte qui empêchent des gens, en tout cas, de vivre sereinement leur vie sexuelle, quelle qu'elle soit. Je me posais simplement la question de combat.
Il y a donc des choses qui se font, qui sont illégales, qui devraient être normalement réprimandées par la loi, ce que je comprends. Jusqu'à présent, ça ne l'a pas été. C'est pour moi une forme de déni très important. En tout cas, il me semble, en tout cas, jusqu'à ce point-là, de dire qu'il existe des lois, des gens les transgressent, mais on ne fait rien, parce que quelque part, on les ignore. Enfin, pour moi, il y a une forme de l'ignorance quand même qui est assez puissante à ce niveau-là. Et je vous posais simplement la question de savoir si ceux qui ont été hors la loi ont intenté un procès à l'État pour ne pas appliquer finalement ces lois. Alors on va le soumettre à Marcel, c'est peut-être Le grand problème, c'est que tu as parlé de droit à la sexualité. Ce n'est pas un droit en fait, parce que chaque droit peut être opposable. Comme un droit au logement, ça peut être opposable. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs récemment en France. Voilà. Mais il n'y a pas de droit à la sexualité sur un terme juridique. Donc on ne peut pas opposer ça en fait. Il n'y a pas de. C'est liberté. Hein. C'est liberté, vous êtes en. Chacun peut avoir la sexualité. D'accord, mais sur un plan législatif, sur un plan légal et non légal, aujourd'hui vous nous dites bien qu'il y a des gens qui sont illégaux qui devraient être, normalement, qui on devrait faire un procès parce qu'ils sont hors la loi et on devrait normalement les punir. En gros, c'est très simple. On ne le fait pas. Donc ça veut dire quelque part, il y a des lois qui existent et que ces lois ne sont pas appliquées. Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a moyen de se retourner contre effectivement un État qui nous impose des choses, qui interdit, qui donc fait en sorte que l'ensemble de la société se bride et ne prend pas en considération, en tout cas, ignore totalement les besoins fondamentaux d'un certain nombre de personnes dans cette population? C'est une stratégie pour faire avancer, effectivement, ça peut être intéressant d'aller vers cette stratégie-là. Sachez quand même, pour parler plus globalement de l'illégalité de ces pratiques prostitutionnelles, depuis 2017, je crois, entre 2016 et 2017, la promulgation de la loi de la criminalisation du client, en termes de nombre de personnes qui ont été poursuivies, on est à 2000 personnes, ce qui est très peu. Donc autant vous dire qu'en fait, cette loi n'est pas appliquée. Donc c'est quand même assez hallucinant. En gros, c'est une loi pour faire joli et pour se donner bonne conscience. Sauf que ça a des conséquences dramatiques pour la Constitution. C'est pas une loi aujourd'hui, mais ça a des conséquences dramatiques. Des personnes qui sont prostituées, et ça a des conséquences aussi pour eux, qui sont assez particulières, parce que ça bloque l'avancement sur ces questions. Effectivement, la stratégie que vous avancez. Et même une simple loi sur l'accessibilité, la loi de 2005, qui a été repoussée 10 ans plus tard, même simplement un commerce qui n'est pas accessible. Il y a à peu près, ils vont mettre combien d'années 10 ans, c'est pas suffisant pour rendre un commerce accessible. Le petit 30 l'accès qui coûte 200 €, c'est-à-dire divisé par 10 ans, quasiment rien. En 2015, ils se sont rendus compte que tout n'était pas accessible, ils ont repoussé encore. Alors simplement, on peut s'imaginer un pays où on n'arrive même pas à rentrer dans un commerce. Comment on peut imaginer qu'une personne accède à la sexualité qui est quand même beaucoup plus complexe que simplement pour accéder dans un établissement? Moi, j'ai envie de dire aussi que le gouvernement est bien content pour l'instant qu'il y ait personne qui porte plainte, parce que justement, au moment où il y aura ces procès, ils savent que ça va brasser quelque chose et peut-être même créer une jurisprudence. C'est bien pour ça que je proposais ça. Voilà, je lance l'idée simplement. J'imagine que certains vont y penser, mais voilà, ça doit mûrir et germer pour l'investissement. Peut-être que ça va avancer à ce moment-là. On est avec un gouvernement, des gouvernements, parce qu'il y a la possibilité actuellement, mais ceux qui étaient là avant, on est sur une fin de non-recevoir. C'est-à-dire que les gens nous écoutent, nous disons qu'on comprend, et quand on leur demande de s'unir, ils disent ah ben non, mais on ne peut pas. On peut pas que je vais faire une réponse qui vous en empêche. Ah ben non, mais vous imaginez pas les retombées médiatiques, le barreau que ça peut faire, etc. Ça fait raison. Ouais. Sauf que c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir ce découvert et d'avoir un gens des représentants politiques, de mon point de vue, il y a deux choses qui vont faire avancer réellement la reconnaissance
c'est à la fois le fait d'en parler le plus ouvertement possible et le plus calmement possible. C'est pas quelque chose qui doit faire débat. C'est un choix qui doit être politique. Et deuxièmement, c'est que les politiques se mouillent. Tant qu'on ne sera pas suivi politiquement par des groupes, on ne fera pas avancer ce truc-là. Même avec le libre ajusté ou pas ajusté, on va avoir du mal à faire avancer cette cause-là sans avoir un appui politique fort. On a un texte de loi pour une modification de l'exception à la loi sur la Constitution qui est disponible sur le site internet de la PAS. C'est un texte court, mais voilà, qui a été créé par un avocat. Voilà. Qu'il soit voté. Merci. Merci. Merci.